Bonjour Daniel Haïk. Bonjour Rudy. Nous allons commencer ce journal par un point donc sur la situation sécuritaire. Oui, un point après une soirée, une nuit et un début de matinée particulièrement mouvementé. Hier, en début de soirée, un missile balistique a frappé de plein fouet un immeuble à Haïfa. L'immeuble s'est effondré. 4 personnes étaient portées disparues durant la nuit. Et les sauveteurs de la défense passive ont identifié tôt ce matin les corps de 2 d'entre elles. Et puis, toujours aucun signe de vie des 2 autres. Au sein de la défense passive, on effectue actuellement des recherches avec beaucoup de précautions. En effet, selon les estimations, l'ogive du missile qui peut renfermer des dizaines, voire même plus de kilogrammes d'explosifs, n'a pas explosé. Cela met donc en danger les sauveteurs sur place. Et puis ce matin, encore un tir de missile à fragmentation a causé des dégâts et des blessés. Oui, d'abord il faut souligner que durant la nuit, plusieurs alertes ont été enregistrées dans le centre du pays. Des missiles ont été tirés en direction du territoire israélien. Ils ont été interceptés par les systèmes de défense israéliens. Par contre, ce matin, effectivement, un missile à fragmentation a été tiré au départ de l'Iran. Le missile a été lui-même intercepté, mais les sous-munitions se sont dispersées dans le centre du pays, blessant grièvement une jeune femme à Petah Tikva et plus légèrement une personne à Tel Aviv. Ces sous-munitions ont également causé de sérieux dégâts. Enfin, les tirs ont repris également durant la nuit à partir du Liban en direction d'Israël. Des alertes ont été déclenchées sans faire de dégâts. Et puis, il y a quelques minutes à peine, on a appris que l'alerte avait été déclenchée dans le sud du pays à la suite d'un tir de missile balistique iranien en direction donc du sud de l'État d'Israël. Le chef d'état-major de Tsahal, lui, s'est rendu au sud Liban hier pour inspecter les importantes troupes israéliennes qui se trouvent actuellement sur place. Oui, le général Eyal Zamir s'est rendu en particulier dans le village libanais de Ras Baïda, qui est le point le plus septentrional où les forces israéliennes se sont déployées. Selon lui, le désarmement du Hezbollah reste l'objectif primordial de la guerre. Le général Zamir a remercié les forces de Tsahal pour leur combativité au sud Liban. Il a souligné que les unités israéliennes infligeaient des pertes sévères au Hezbollah. Selon lui, plus d'un millier de terroristes chiites ont été éliminés depuis le début de l'opération. Le président Trump a menacé hier soir de détruire toutes les centrales d'énergie iraniennes si les Iraniens ne rouvraient pas le détroit d'Ormuz. Oui, le président a d'ailleurs prolongé son ultimatum de 24 heures jusqu'à mercredi à 3 heures du matin, heure israélienne. Dans une interview au Wall Street Journal, le président américain a déclaré qu'il préviendra très vite lorsque la guerre sera terminée. Côté iranien, on se fait menaçant. Si l'armée américaine attaque des infrastructures iraniennes, cela aura des répercussions sur le territoire américain, dit-on. Côté israélien, on estime que le président américain donnera son feu vert à Israël pour attaquer des sites énergétiques en Iran. Côté israélien, on estime également que la probabilité d'un accord avant la fin de l'ultimatum est faible. Et parmi les alliés de l'Iran, on affirme que les Iraniens ne céderont pas à l'ultimatum du président américain. Et puisque nous parlons de désarmement à propos du Hezbollah, eh bien, le Hamas, lui, refuse toujours d'envisager son désarmement. Oui, c'est le porte-parole du mouvement qui s'est opposé à toute discussion sur l'éventualité du désarmement du Hamas dans la bande de Gaza. Un désarmement qui est une exigence israélienne, on le sait, dans le cadre de la mise en place d'une force internationale et dans le cadre du Conseil de paix présidé par Donald Trump. Ce que l'ennemi israélien n'a pas obtenu à l'aide de ses chars, il ne l'obtiendra pas dans le cadre des négociations, a affirmé le porte-parole du Hamas. La Cour suprême israélienne, elle, a permis hier soir de doubler le nombre de fidèles autorisés à prier au Kotel. Oui, de facto, la Cour a permis à 100 personnes, au lieu de 50 jusqu'à présent, de prier ensemble devant le mur occidental, et ce alors que la police avait autorisé 150 fidèles, ou avait réclamé l'autorisation pour 150 fidèles. Il s'agit là d'un décret provisoire de la Cour suprême qui a également demandé au gouvernement d'expliquer pourquoi il ne prendrait pas des mesures de sécurité cohérentes et équitables à propos de l'utilisation des lieux saints en temps de guerre. La Cour suprême a fait l'objet, vous le savez, de très vives critiques après avoir permis samedi soir à 600 manifestants de se rassembler sur la place Abima à Tel Aviv en violation des directives de la défense passive qui avait autorisé la présence de seulement 150 personnes. La Cour avait le soir même été saisie d'une requête d'une organisation religieuse qui lui demandait d'expliquer pourquoi une telle décision alors que le mur occidental n'était accessible que par 50 personnes en même temps et ce pendant la fête de Pessah.
Et d'ailleurs, avant la décision de la Cour, hier soir, le Premier ministre Netanyahou avait émis de vives critiques à son égard. Oui, M. Netanyahou a affirmé qu'autoriser une manifestation alors que la prière au mur occidental est restreinte à 50 personnes était inacceptable. Il a insisté sur la nécessité de trouver un juste milieu entre les droits démocratiques et les besoins des fidèles religieux. Pour M. Netanyahou, le droit de manifester est un droit essentiel dans une démocratie, mais le droit de prier en toute sécurité l'est tout autant. Il faut souligner qu'hier s'est tenue sur l'esplanade du Kotel la traditionnelle bénédiction des Kohanim, mais sur l'esplanade il n'y avait que 10 Kohen, pas le moindre fidèle, et même le président de la Cour suprême, le juge Yitzhak Amit, a reconnu hier à la Cour suprême que cette image-là l'avait mis mal à l'aise. Merci Daniel Haïk, on vous retrouve dans moins d'une demi-heure pour votre revue de presse israélienne. À tout à l'heure. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera partiellement nuageux sur l'ensemble du territoire israélien avec, on va dire, de temps en temps des éclaircies. Mais pas beaucoup, on peut le dire, pour cette fête de Pessah. Il fera 15 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et Ashdod, 18 à Haïfa et Natania et 20 degrés seulement à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Peggy Sidor. Peggy, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous en pleine fête de Pessah. Des fêtes de Pessah dans une atmosphère, il faut bien l'avouer, un peu particulière. Alors, on vous a sollicité, Peggy, parce que, d'abord, vous êtes journaliste, vous êtes journaliste au Jérusalem Post, vous êtes spécialiste en particulier du dossier orthodoxe. Et bien entendu, je voudrais qu'avec vous, on essaye de mieux comprendre d'abord la réaction du monde orthodoxe à la décision de la Cour suprême samedi soir. D'abord, ou samedi soir, ou samedi à la fin du Shabbat, pendant le Shabbat, de décider d'autoriser une manifestation de 600 personnes sur la place Abima contre la guerre, contre la tenue de la guerre, alors que pendant ce temps, eh bien, le public orthodoxe et on peut dire le public religieux en général, eh bien, c'est très bien qu'il n'est impossible d'accéder au mur occidental, à moins d'y entrer par groupe de 50 pour prier dans une partie de l'esplanade qui est couverte, parce que la défense passive l'a interdit. D'abord, quel a été l'impact de cette décision? D'abord parce qu'elle a été prise un Shabbat et quel a été son impact dans le monde orthodoxe après, et là on voit ces derniers jours on voit des manifestations on voit des grands rassemblements du monde orthodoxe. Est-ce qu'il y a une sorte de réaction de la part du monde orthodoxe par rapport à la décision de la Cour suprême? Non, réaction, c'est un euphémisme. Ils sont outrés, ils sont hors d'eux. C'est vraiment, ils se sentent complètement mis comme paria. Je veux dire, d'abord, la décision a été prise un Shabbat. Donc, tout ce monde a été convoqué Shabbat, Chilul Shabbat en plein. Ça a été la première réaction qui les a vraiment mis hors d'eux. Mais vraiment, c'était une des réactions très fortes. Ensuite, le sentiment de deux poids, deux mesures. Je veux dire, alors, c'est un peu compliqué parce que il faut dire quand même que derrière la façade d'obéir aux ordres de la défense passive, il y a toutes sortes de rencontres, de réunions qui dépassent largement ce que la défense passive autorise dans la société ultra-orthodoxe. Il y a eu récemment une énorme fête lancée pour Pessah justement, dans laquelle il y avait des centaines de jeunes réunis dans un bâtiment et la police a découvert et a arrêté plusieurs personnes. Enfin, les a retenus pendant personne. Donc, si vous voulez, il y a outrage. Donc, non, mais ce que je veux dire, le Shabbat, ce que je veux dire, Peggy, ce que je veux dire, c'est est-ce que après que la Cour suprême ait pris cette décision, on s'est lâché dans le monde orthodoxe, alors que jusqu'à présent, peut-être qu'on avait tendance à respecter justement les directives de la défense passive. On sait qu'il y a eu des missiles qui sont tombés sur Bnei Brak, par exemple. Hein. Non, je dirais que officiellement, on respectait les ordres de la défense passive, mais sur le terrain, il y a eu plusieurs cas où ça a été vraiment pas très vraiment respecté. Là, il y a eu le cas justement de cette histoire qui est tombée 24 heures avant, c'était vraiment flagrant. Mais il y a le sentiment que
c'est pas seulement la question de poids et de mesures qu'on autorise des manifestants contre la guerre, donc des gens de la gauche ou de l'ultra-gauche opposés aux besoins de la société ultra-orthodoxe. C'est que ce qui est important pour le peuple juif, à leurs yeux, ce qui est important, c'est le Shabbat. Et le Shabbat a été transgressé pour arriver à une conclusion, à une décision qui, en plus, vraiment entièrement contre le monde ultra-orthodoxe. C'est-à-dire, il y a deux choses, l'une sur l'autre. Ça l'a vraiment mis hors d'eux complètement. Et le sentiment que, de toute manière, les relations entre le monde ultra-orthodoxe et la Haute Cour de justice et la justice en général ne sont pas de très bonnes relations. Ah. Donc là, vraiment, ça fait un peu trop. Alors, très dur. Alors, il y a eu une tentative tout de suite après, au cours des heures qui ont suivi samedi soir, il y a une organisation religieuse qui a déposé un recours devant la Cour suprême pour demander aussi que la possibilité de prier soit élargie pendant la fête de Pessah et après, même sur l'esplanade du mur occidental. Et là, on voit que il y a un décret de la Cour suprême qui est un décret provisoire, il faut le dire. La Cour suprême dit au lieu de 50, on va autoriser 100. Et on va demander au gouvernement quelle est la politique qu'ils veulent mener pour les lieux saints. Mais là aussi, est-ce qu'il n'y a pas deux poids et deux mesures, à votre avis? C'est-à-dire, d'un côté, la Cour suprême, la police, le samedi soir, dit il ne faut pas, la défense passive dit il ne faut pas plus que 150 personnes, et la Cour suprême décrète 600. Et là, la défense passive dit aussi il ne faut pas plus que 150 personnes, et la Cour suprême décrète 100 personnes. Il y a deux poids deux mesures là-dessus, là encore, à votre avis? Il y a plus que deux poids deux mesures. Oui, bien sûr qu'il y a deux poids deux mesures, mais il y a plus que ça. Il y a le fait que pour la première fois, enfin il me semble que c'est pour la première fois, la Haute Cour de justice décide quelque chose qui est à l'encontre de ce que la défense passive autorise. Alors que, en général, ce que la défense passive autorise dans des situations comme ça de guerre, c'est ce qui compte. C'est la dernière décision. C'est eux qui sont chargés de décider ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, en fonction de ce qui met en danger ou pas la société et les citoyens. Donc là, il y a eu quelque chose, une espèce de, c'est le sentiment, c'est ça qui a fait vraiment déborder le vase, parce que le sentiment, c'est que bon, alors, ils pensent qu'il faut autoriser de manifester contre la guerre, d'accord. Mais ils le pensent d'une manière qui est à l'encontre des directives de la défense passive. Et là, il y a eu la déclaration du président de la Haute Cour suprême qui a dit oui, j'ai vu les images venues du Kotel ce matin, enfin hier matin, et ça serre le cœur. Ça serre le cœur peut-être, mais le fait est que la décision n'a pas été prise tout de suite. Il a fallu que quelqu'un dépose une requête à la Haute Cour de justice pour que les juges décident qu'il fallait effectivement aussi élargir un petit peu le nombre de personnes qui peuvent aller prier. Alors que j'ai pas encore parlé des besoins des autres religions représentées en Israël. Je vous parlais de l'incident qu'il y a eu la semaine dernière avec le nom Sapolis-Létique. Donc il y a le sentiment que deux poids deux mesures, c'est exactement ce que la plupart des pays ont. Maintenant, la réaction du grand Maharama d'Israël, qui l'a rectifié d'ailleurs par la suite, parce qu'elle était très rude. Il a utilisé des mots qu'on ne peut pas utiliser, surtout pas dans son rang, mais je pense que ça décrit exactement le sentiment profond que vraiment, il y a des choses qui sont plus importantes que le judaïsme, que la religion, que le Shabbat, et là, ça passe pas. Ça passe pas, c'est clair. Alors comment, dans ce genre de situation, d'abord, comment est-ce qu'il y a une possibilité, vous pensez, de rapprocher les deux, la Cour suprême et le monde orthodoxe aujourd'hui, ou finalement c'est un véritable divorce qui est consommé d'événement en événement? Non, pour qu'il y ait un divorce, il faudrait qu'il y ait eu d'abord un mariage. Oui. Or, il n'y en a jamais eu. Je sais pas. Je sais pas. Il faudrait qu'il y ait des initiatives de deux côtés, ou une tierce personne, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Mais les relations sont très tendues. Les relations sont, si vous voulez, le côté rabbinat, que ce soit ce grand rabbin ou un autre avant, la Haute Cour de justice ne représente pas les valeurs juives. Donc de toute manière, c'est problématique au départ. Et donc, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de divorce parce qu'il n'y a pas eu de mariage avant, mais les relations sont très tendues et je dirais carrément même mauvaises parfois.
Alors, vous, votre appréciation, Peggy, c'est-à-dire, c'est la Cour suprême, elle a commis une erreur en rentrant dans ce débat-là. C'est-à-dire, elle aurait pu, c'est-à-dire, vous savez, il y a une formule qui dit en hébreu qui dit que l'intelligent, la différence entre l'intelligent et le piquéar, c'est-à-dire, je ne sais pas comment on le traduit exactement, c'est que c'est de ne pas rentrer dans des détails dans lesquels il ne pourra pas sortir. Et peut-être la Cour suprême, elle n'a pas été suffisamment fine dans cette histoire. Je vais vous dire, on peut partager les choses en deux. D'un côté, dans un pays démocratique qui veut sauvegarder sa démocratie par rapport aux citoyens, le droit de manifester est indéniablement important. Ça ne se discute même pas, je pense. Mais est-ce que le président de la Cour suprême avait le droit de prendre une décision qui allait à l'encontre des ordres de la défense passive, peu importe pour qui c'était? C'est-à-dire que s'il avait pris une décision en faveur du rabbinat, mais qui aurait dépassé ou trépassé au-delà des directives de la défense passive, ça aurait été aussi grave de toute manière. Parce que en temps de guerre, c'est la défense passive qui décide. Et là, il y a eu quelque chose qui était un peu problématique. Peu importe pour qui ça a été. Mais non, en plus, ça a été pour quelque chose qui est, je dirais pas que j'irais pas jusqu'à dire que le grand rabbin est pour la guerre, mais il est certainement pas du camp des manifestants. Ça, c'est indéniable. Oui. Mais vous craignez qu'il puisse y avoir maintenant de la part des orthodoxes des réactions une volonté de dire, puisque ça nous a été imposé, puisqu'il y a 2 poids et 2 mesures, nous allons faire ce qui est important pour nous, quitte à nous mettre en danger même. Je pense absolument, dans certaines parties de la société orthodoxe, ça va se passer. De toute manière, une partie d'entre eux n'obéissent pas déjà de toute manière à ces intérêts. Là maintenant, peut-être qu'ils vont le faire ouvertement, ou qu'il y en a encore plus qui vont se joindre. Non, ça, il faut s'y attendre. Je veux dire, c'était une erreur. Ça, c'est sûr que c'était une erreur. Je crois qu'on n'a peut-être pas suffisamment apprécié le fait qu'on était en pleine fête de Pessah et que traditionnellement, il y a des dizaines de milliers de fidèles dans le monde religieux qui vont sur le mur occidental. Et puis, je vais vous dire, Daniel, dans ce cas, il s'agit de la réaction du grand rabbin. Mais je veux dire, ça fait des semaines que tout est interdit sur le plan du culte à tout le monde. Les musulmans, les chrétiens, il y a des fêtes importantes pour les chrétiens. La Pâque chrétienne, c'est très important. Il n'y a personne. C'est aujourd'hui d'ailleurs. Oui, c'est aujourd'hui. Il n'y a rien. Tout est fermé. Il n'y a pas d'accès. Il y a quelques. Et pendant le Ramadan, l'esplanade était fermée. Était inaccessible. La mosquée Al-Aqsa était fermée. Donc effectivement, c'est-à-dire. Absolument. Vous savez, l'avant-dernière nuit du Ramadan, c'est ce qu'on appelle la nuit du El-Qadr. Il y a en général, en moyenne, chaque année, entre 250 et 300 000 fidèles musulmans qui passent toute la nuit sur l'esplanade. Personne, il n'y avait pas un chat. Il n'y avait pas un chat. Donc, 2 poids et 2 mesures de la part de la Cour suprême. Peut-être pas la décision la plus judicieuse de la Cour suprême de ces derniers mois, en tout cas. Merci. C'est ce qu'on peut dire. Merci beaucoup, Peggy Sidor, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Chag Sameach, à bientôt. Et Daniel Haïk, la manchette du Yediot Aharonot de ce lundi matin est consacrée au compte à rebours de Donald Trump. Oui, mercredi, 3h du matin, heure locale en Israël. C'est l'heure de la fin de l'ultimatum lancé par le président américain afin de parvenir à un accord avec les Iraniens. Et c'est, selon le Yediot Aharonot, le moment où la patience du président aura dépassé ses limites. Et en sous-titre, le journal souligne que Donald Trump a fait hier une série de déclarations en colère en direction des Iraniens. Soit vous ouvrez le détroit d'Ormuz, soit vous allez vivre en enfer. Fin de citation.
La manchette du Israel Hayom, elle aussi, est consacrée à cet ultimatum. Oui, sur la voie d'une explosion, titre ce matin le journal en nous montrant une photo de Donald Trump, visiblement très en colère, avec en toile de fond un cargo sur le détroit d'Ormuz. Le journal souligne que le président américain a prolongé son ultimatum de 24 heures, mais que les Iraniens semblent déterminés à rejeter toute option d'un accord dans le collimateur des Américains, les fameuses centrales énergétiques iraniennes et la menace de Donald Trump. Nous allons incendier la région ainsi que celle de Netanyahou. Nous allons continuer à frapper l'Iran. Et puis les journaux israéliens se préoccupent du sort de 3 ou 4 personnes portées disparues, donc après l'impact direct d'un missile sur Haïfa. C'était en début de soirée hier. Oui, effectivement, et il faut lire ce matin les sites d'information pour apprendre que 2 de ces 4 personnes ont été retrouvées mortes après avoir été écrasées donc dans les décombres de cet immeuble. Les journaux, les sites d'information nous montrent des images très impressionnantes des dégâts commis par ce missile qui a été tiré donc sur la ville de Haïfa, un missile qui a détruit un immeuble entier dans ce quartier de Vardia. Les forces de sécurité sont à la recherche donc de plusieurs personnes qui seraient sous les décombres et par-dessus tout une appréhension exprimée par le patron de la police hier. Le missile n'aurait pas totalement explosé. Plusieurs centaines de kilogrammes d'explosifs pourraient se trouver dans l'ogive du missile qui n'aurait pas explosé et donc sous les décombres, ce qui nécessite beaucoup de précautions de la part des sauveteurs. On ouvre les pages du Yediot où Nahum Barnea, dans son éditorial, semble vanter les mérites de la résistance du régime iranien. Oui, Nahum Barnea a écrit ce matin: lorsqu'un système de défense iranien qui devait, selon Donald Trump, être totalement détruit, fait tomber un avion de chasse américain, eh bien, il n'y a pas de quoi pavoiser. De facto, les capacités du régime iranien à résister ont démoli les estimations les plus optimistes à la fois de Donald Trump et de Benyamin Netanyahou. Et nous les rencontrons tous les jours dans les airs et sur terre. Et dans le même esprit, Barnea se moque du ministre israélien de la Défense, Israël Katz, qui continue de promettre l'élimination de responsables iraniens. Selon Barnea, Israël Katz, il est peu probable que cela impressionne l'électorat d'Israël Katz au sein du Likoud, qui continue à vivre au rythme des alertes. Et puis toujours dans les pages du Yediot, Tzachi Hanegbi nous livre 4 déclarations bombastiques qu'il faudrait éviter de faire. Oui, la première est: si l'uranium enrichi demeure entre les mains des Iraniens, nous aurons perdu la guerre. La seconde de ces déclarations, Donald Trump a été induit en erreur par l'optimisme de Netanyahou et du Mossad israélien. Troisième déclaration: il est possible de faire capituler une fois pour toutes le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Et enfin, dernière déclaration qu'il faudrait éviter de faire, selon Tzachi Hanegbi, c'est: nous avons obtenu une victoire totale sur nos ennemis. Qu'écrivent les éditorialistes du Israel Hayom ce matin? Amnon Lord fait un constat intéressant. Face aux tirs de missiles qui continuent à tomber sur Israël, nous sommes toujours dans une approche de retenue et c'est inadmissible. Quant à Meir Ben Shabbat, il affirme: Donald Trump doit concrétiser ses menaces et ne pas tomber dans le piège d'une confrontation d'usure que les Iraniens veulent lui imposer. Alors, les sites d'information israéliens annoncent que la justice américaine a condamné l'autorité palestinienne à verser 655 millions de dollars à des victimes du terrorisme. Oui, il s'agit là de l'aboutissement d'une procédure qui a duré, tenez-vous bien, plus de 22 ans. La Cour fédérale américaine a confirmé un jugement obligeant l'autorité palestinienne à dédommager des familles de victimes du terrorisme palestinien qui ont été touchées durant la seconde intifada. Au début, la plainte avait été déposée par 10 familles de victimes à la suite d'attentats meurtriers comme celui de la cafétéria de l'Université hébraïque de Jérusalem en 2002, au cours duquel un étudiant franco-américain, David Gritz, avait été assassiné. En 2015, une première instance avait condamné l'autorité palestinienne et l'OLP. Les Palestiniens avaient fait appel. L'appel avait été retenu, mais les familles des victimes avaient porté ce dossier jusqu'à la Cour fédérale qui leur a finalement donné raison. Et puis ce matin, le Yediot Aharonot publie un reportage important sur les dangers qui guettent les malades dans les hôpitaux israéliens. Et pour cause, depuis le début de la guerre, les hôpitaux israéliens sont, vous le savez, en situation d'urgence permanente. Pour garantir la sécurité des malades et des départements entiers des hôpitaux ont été déplacés dans les parkings souterrains des hôpitaux sans cloisonnement nécessaire. Conséquence, après plus de 5 semaines de guerre, les virus se propagent plus rapidement et portent atteinte aux malades, mais aussi à leurs familles et au corps médical. Un corps médical qui ce matin tire la sonnette d'alarme.
Le site N12 nous montre des photos d'un rassemblement dans le monde orthodoxe à Bnei Brak en violation des consignes de défense passive. Oui, ce sont plusieurs milliers de personnes qui se sont réunies dans un seul et même espace à Bnei Brak à l'occasion de la fête de Pessah. Mais cela s'est apparemment passé dans le sous-sol d'un bâtiment. Les organisateurs affirment que l'endroit est considéré comme un espace protégé. La police avait dans un premier temps affirmé qu'il n'y avait effectivement pas de danger. Mais elle a ensuite changé d'avis et elle a très rapidement dispersé les participants. Et cela nous amène enfin au professeur Yuval Albachan qui s'en prend ce matin dans le Yediot à la décision de la Cour suprême de permettre donc la tenue de manifestations en pleine guerre. Oui, le professeur Albachan écrit ce matin « Il n'est pas nécessaire d'être devin pour comprendre que la décision d'autoriser 3 à 4 fois plus de personnes que ne le permet la défense passive à manifester sur la place Abima samedi soir allait faire scandale. Il semble que la Cour suprême ait cessé de s'occuper du droit et qu'elle s'occupe aujourd'hui de délimiter son territoire d'influence. Ce n'est pas un acte de justice, mais plutôt une démonstration de force. Et la décision de trancher sur ce dossier en plein Shabbat, alors qu'il n'y avait pas véritablement de piquoir nefesh, de risque de perte de vie humaine, fait aussi partie, selon Yuval Albachan, de ce volet. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Nissim Slaman. Nissim, bonjour. Bonjour, comment ça va ? Merci. Chez nous, ça va très bien. On passe la fête de Pessah dans des circonstances assez particulières, il faut bien l'avouer. Avec vous, je voudrais que l'on aborde 2 dossiers. D'abord, parce que vous êtes officier de réserve de l'armée israélienne, je voudrais avoir votre appréciation sur ce qui se passe, en particulier au sud Liban, parce qu'il y a de très importantes forces militaires israéliennes qui sont déployées sur le terrain. Votre appréciation, parce qu'on a le sentiment dans un premier temps que, et c'est ce que dit aujourd'hui encore le chef d'état-major de Tsahal, qu'il faut absolument tout faire pour désarmer le Hezbollah, mais on a le sentiment que c'est pas obligatoirement lors de cette confrontation actuelle, lors de ce round, que l'on va y parvenir. Parce que pour la simple et bonne raison que si on s'arrête au fleuve Litani, eh bien de l'autre côté, le Hezbollah, il reste toujours armé. Comment on résout cette quadrature du cercle ? Ok, il faut bien faire la différence entre le danger sur Israël et quel type de danger et l'histoire politique du désarmement du Hezbollah. Le désarmement du Hezbollah est un problème politique qui se fait au Liban lui-même. Le Hezbollah, il a 2 grandes zones sur lesquelles il gère, qui contrôle, sur lesquelles il influence. C'est le sud du Liban, donc depuis Israël jusqu'au Litani et un peu plus. C'est là où on peut vraiment régler le problème, surtout contre les missiles anti-tanks qui sont tirés sur la frontière israélienne et sur les obus de mortier et sur les missiles de courte durée, de courte portée. Et par contre, il y a un autre endroit, c'est la Bakaa, c'est la vallée de Jourdain, la vallée entre la Syrie et le Jourdain plus exactement, qui est plus au nord, où là, et c'est beaucoup plus compliqué pour Israël, d'abord parce que c'est beaucoup plus longue distance. On a la majorité de la population chiite qui habite là-bas. Et c'est une zone qui est beaucoup plus, on va dire, qui est beaucoup plus loin de la frontière israélienne. C'est beaucoup plus compliqué à régler. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est dans une logique d'effacer un des problèmes, d'effacer en fait le problème du sud Liban, de repousser tous les militants de Hezbollah. Et en fait, tous les habitants, à part peut-être quelques villages druzes ou chrétiens qu'on pourrait laisser, mais vraiment tous les habitants du Hezbollah, toute la base chiite du Hezbollah depuis le sud Liban, d'avoir une sorte de zone de contrôle qui va jusqu'au Litani, qui est la frontière naturelle de la Galilée, c'est la frontière naturelle d'Israël, c'est pas la frontière bleue entre Israël et le Liban qui a été inventé entre les Français et les Anglais, mais le Litani. Et ensuite, pour désarmer le Hezbollah dans la Bika, Israël, c'est pas un truc qu'on peut le faire aujourd'hui, ni au niveau politique, ni au niveau de la possibilité de le faire. C'est rentrer là-bas, occuper, passer maison par maison et faire une vraie occupation qui durera des dizaines et dizaines d'années. Donc oui, on peut parler d'un côté de désarmement de Hezbollah si on fait aussi un volet qui est politique. Un volet politique, ça veut dire par exemple un accord avec les forces syriennes, qui sont des forces djihadistes, mais qui ont dans ce cas-là les mêmes intérêts. Un accord avec l'armée libanaise qui est à 40% chiite et donc qui pour l'instant ne peut pas agir contre le Hezbollah. Donc ça va prendre du temps. Donc on peut parler de désarmement du Hezbollah comme question politique sur terme plus long. Pour l'instant, l'urgence, c'est de débarrasser le sud Liban de tout danger par rapport à la première ligne, si vous voulez, des localités israéliennes, que les premières lignes des localités israéliennes arrêtent de recevoir des armes anti-tanks, arrêtent de recevoir des obus de mortier, arrêtent de recevoir des roquettes à courte portée. Mais concrètement, les roquettes aujourd'hui déjà, elles sont tirées par le Hezbollah au nord du Litani, vers le territoire israélien. Donc finalement, ça ne résout pas le problème. Oui et non.
Première chose, c'est beaucoup, on va dire comme ça. De tirer une roquette depuis le nord du Lituanie, il faut que j'ai une roquette qui soit de moyenne portée, plus ou moins. Donc c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup moins, ça coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus compliqué, c'est plus facile pour les services de renseignement à suivre et à empêcher. Deuxième chose, il y en a beaucoup moins qui tombent. Par contre, quand le Hezbollah, il est vraiment à la frontière, de l'autre côté de la frontière, et qu'il t'envoie des obus de mortier, on peut avoir il n'y a pas de limite au nombre d'obus de mortier. Il n'y a pas de limite aux armes anti-tank, il n'y a pas de limite au nombre de... Donc il y a un autre côté qui est beaucoup plus compliqué. La deuxième chose, quand mes soldats sont sur le Litanie ou entre Israël et le Litanie, entre la frontière actuelle et le Litanie, le Hezbollah, aujourd'hui, c'est ce qui se passe, va tirer la plupart de ses munitions contre les forces israéliennes, contre les forces de Tzahal qui sont au Liban, et pas contre les localités israéliennes. Le but d'un soldat, je le rappelle, et c'est toujours important de le rappeler, le but d'un soldat, c'est de mettre son corps mortel entre l'ennemi cruel et la famille qu'il aime derrière. Et c'est ce que font les soldats au sud Liban. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la plupart des tirs, le Hezbollah est occupé à attaquer Tzahal au sud Liban et pas à attaquer les localités civiles israéliennes au-delà de la frontière. Donc oui, il y a une certaine importance. Une question plus générale. On est à 6 semaines de guerre. On voit que les Iraniens, le régime iranien tient le coup. Il est capable, malgré les annonces de Trump, par exemple, d'éliminer, enfin, de détruire un avion de chasse avec son système de défense. On voit que, eh bien, malgré tous les efforts, malgré des milliers de cibles déjà frappées, eh bien, le régime semble tenir en place. Y a chez vous une forme de déception par rapport à la différence entre les objectifs aujourd'hui qui étaient annoncés depuis le début et la durée, la prolongation de ce conflit ? Pas du tout. Pas du tout. Pour l'instant, Israël et les États-Unis gagnent de manière très très claire ce conflit. Il n'y a aucun problème. Tout ce que vous voulez dire, c'était prévu. On va faire les choses chose par chose. D'abord, le régime va continuer à tenir. Le régime tiendra. C'est un régime de fanatiques, de gens qui sont là de manière religieuse. Le seul élément qui peut faire tomber le régime, c'est le peuple iranien. Et pour ça, le peuple iranien doit être armé. Ok, on l'a vu ça. Et en février, quand le peuple iranien s'est soulevé, il y a eu entre 30 et 40 000 morts tués. Il n'y a que le peuple iranien, quand il sera armé, qui pourra faire tomber le régime. Personne n'a pensé à faire tomber le régime par une campagne de bombardement. Et dès le départ, dès le premier jour, donc les gens ont dit oui, on n'a pas atteint les objectifs. Le premier jour des bombardements, quand ça a commencé, Netanyahou était à la télé, il a dit le but n'est pas de faire tomber le régime, mais de faciliter que le peuple iranien, de faciliter au peuple iranien de faire tomber le régime. Ok ? Donc dans tous les cas, les bombardements ne feront pas tomber le régime. Il n'y a que le peuple iranien dans la rue avec des armes, avec des kalachnikovs, qui pourra faire tomber le régime. Et pour ça, on bombarde le Basij, on bombarde les forces de passe d'Aran, etc. Donc c'est la première chose. Deuxième chose, pour un avion de chasse. Quand on parle de supériorité aérienne, ça n'existe pas une supériorité aérienne de 100%. On a vu des tirs et des dommages amis, de tirs bleus contre bleus comme on connaît. Et plus que ça, le fait qu'on détruit tous les radars, il suffit qu'il y ait un gars avec une automitrailleuse, avec des gros obus, qui voit avec son œil et qui arrive à toucher un avion. Il n'y a pas de 100%. Donc oui, il y a une supériorité aérienne très très claire. On parle de dizaines de milliers de sorties qui ont été faites par les Américains et par Israël, en passant plus par Israël que par les Américains. Donc il y a une totale supériorité aérienne. Et le fait qu'après quelques semaines, il y a un avion qui tombe, c'est vraiment, je veux dire, il n'y a pas de problème. Et on a vu aussi qu'on a pu récupérer les deux pilotes, qu'on a plutôt récupéré. Il n'y a aucun problème que les Américains ont pu récupérer. Et la troisième chose par rapport à la durée, les Anglais, pendant le Blitz, et en passant la dernière tuée britannique, c'était en 1945, un mois avant la fin de la guerre. Première chose. Les Anglais, ils ont perdu entre 60 000 et 70 000 tués civils pendant les Blitz par les bombardements allemands. Ok, keep calm, carry on. Tout va bien, on a quelques dizaines de morts. Chaque mort, c'est un monde entier. Mais au bout du compte, on a quelques dizaines de morts, alors que d'après les prévisions, si on n'avait pas cette campagne, on aurait eu des centaines de milliers de morts, si ce n'est pas des dizaines ou des centaines de milliers de morts, par des gros bombardements. Aujourd'hui, les Iraniens, ils arrivent à tuer une vingtaine de missiles par jour. C'est tout. On parlait de milliers de missiles. On parlait de centaines de missiles d'Iran, de milliers de missiles depuis le Hezbollah. On parlait que du Hezbollah de 10 à 15 000 morts. Je rappelle les titres dans les journaux, il y a même pas un an et demi. Donc, oui, c'est difficile, mais on doit tenir. Moi, j'ai pas de boulot. Je rappelle, moi, je suis guide. J'ai aucun boulot. Il n'y a aucun touriste qui vient. Mais je sais que je tiens pour avoir une meilleure situation après. Donc oui, c'est difficile. On est dans les abris. C'est galère. Tout le monde est galère. Mais au bout du compte, tout va bien.
Alors, ça, c'est le premier sujet avec lequel je voulais dialoguer avec vous, duquel je voulais parler. Mais je voudrais aussi avoir votre appréciation sur ce qui s'est passé, on va dire, sur le plan intérieur. Parce qu'on le sait, vous êtes régulièrement sur notre antenne pour exprimer votre colère par rapport à certains décrets de la Cour suprême. Et je peux légitimement supposer que samedi soir, vous vous êtes arraché les cheveux en écoutant le verdict de la Cour suprême qui a autoriser 600 manifestants, qui d'ailleurs sont des manifestants contre la guerre, à manifester sur l'esplanade du théâtre Habima à Tel Aviv, alors que la défense passive avait autorisé la possibilité d'une manifestation de 250 personnes dans le meilleur des cas. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Pourquoi est-ce que vous avez bel et bien été en colère ? D'abord, il faut préciser, ce qui m'embête, c'est pas la décision de la Cour suprême. Ce qui m'embête, c'est sa possibilité de décider en l'encontre de la loi. C'est ça qui m'embête. C'est le fait que la Cour suprême, qui n'est pas élue, n'a aucune limite à son pouvoir. Il n'y a dans le système israélien, il n'y a aucune limite au pouvoir de 15 juges qui ne sont pas élus de manière démocratique. Aucune limite. Ils peuvent décider ce qu'ils veulent dans leurs arrêts, ceux qui veulent absolument contre avec la loi, on s'en fout. Ce qui me dérange, c'est pas telle ou telle décision, mais le pouvoir qu'ils ont. Un pouvoir qui est autocratique, un pouvoir qui est antidémocratique, qui sont au-dessus et qui, en fait, ils ont annulé la démocratie en Israël. Deuxième chose, non, Shabbat, je me suis pas arraché les cheveux parce que c'est la chose qui m'a le moins surpris au monde. Je rappelle que la Cour suprême se fiche totalement de la loi. Je rappelle que la Cour suprême, tout à l'heure, vous parlez de professeur Al-Bashan. Le professeur Al-Bashan, il n'a pas deux ou trois trains de retard. Le professeur Al-Bashan, il est encore dans une carèche, dans une carriole comme ça, comme au XVIIIe siècle, alors que nous, on est déjà dans des jets et qui vont plus vite que Mach 3. Et pourtant, il est très critique envers la Cour suprême. Il est très critique et encore, il soutient le professeur Al-Bashan, malgré qu'il est critique, il dit encore qu'il faut respecter les arrêts de la Cour suprême, même quand ils annulent des décisions, et même quand ils veulent, par exemple, aujourd'hui, vider un ministre sans raison. Mais le professeur Al-Bashan dit comme quoi il faut respecter les règles de la Cour suprême, même quand ils annulent une des lois suprêmes. Donc, très bien, le professeur Al-Bashan d'être critique, mais encore, il est très très loin en retard. La Cour suprême, les places des juges sont dans leur prison, pas ailleurs, sont en prison. Je suis prêt à accepter un compromis, ne pas les mettre en prison s'ils acceptent aujourd'hui que les nouveaux juges suprêmes soient choisis de manière démocratique, comme dans tout pays démocratique. Ça n'existe pas une Cour suprême qui est choisie par un comité de 9 personnes, dont la majorité, c'est même pas des juges, c'est même pas des élus. C'est ridicule. Donc, désolé pour le professeur Al-Bashan, il est vraiment en retard. Sa critique est très sympa, mais il est toujours en train de dire il faut écouter. Je rappelle que la Cour suprême a le sang sur la main, pas seulement le sang de la personne de la vieille personne qui a eu une crise cardiaque samedi soir, mais par exemple, parle de la famille Khatouel. J'ai pris mon papier, j'ai bien marqué leur nom ce matin. Madame Khatouel, ouais. et en 2004, Tzal voulait détruire une série de bâtiments sur la route à Gaza. Le Bagatz, la Cour suprême a décidé de ne pas le permettre. Ce qui s'est passé, c'est que derrière ces bâtiments, des terroristes se sont cachés, ont tiré sur une voiture, 4 morts. Je parle d'une petite fille, de la maman qui avait 33 ans, d'une petite fille, Ila qui avait 11 ans, de Hadar 9 ans, de Roni 7 ans, de Mera 2 ans. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Encore une fois, la Cour suprême est dangereuse pour le pays. La Cour suprême se fiche totalement de la loi. Et je suis sûr et certain, et c'est à 1000%, tout le monde est d'accord que si Bima, samedi soir, c'était pas des manifestants d'extrême gauche, anti-sionistes en passant, mais c'était des manifestants de droite qui étaient là pour qu'on gagne la guerre et pour continuer la guerre, je suis sûr et certain qu'ils n'auraient pas permis la manifestation. C'est clair et certain qu'ils n'auraient pas permis la manifestation. Donc oui, le problème de la Cour suprême, il est double. Le premier problème, c'est qu'ils sont autocratiques, qu'ils ont annulé la démocratie en Israël. Le deuxième problème, c'est qu'ils font ça de manière d'extrême gauche. C'est même pas la gauche sioniste classique. C'est vraiment l'extrême de l'extrême gauche. Ils se fichent totalement de la loi. Et pourquoi ils le font ? Est-ce que c'est parce que justement, c'est ce qu'il disait le professeur Al-Bashan, il disait c'est pour délimiter un territoire qu'ils veulent conserver on va dire dans la palette des pouvoirs ? Encore une fois, merci pour le professeur Al-Bashan. Le pouvoir total corrompt de manière le plus totale. Le pouvoir absolu corrompt de manière absolue. Ils le font parce qu'ils le peuvent. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun contrôle il n'y a aucune limitation à leur contrôle. Quelqu'un qui peut, si demain Netanyahou peut faire ce qu'il veut, il fera ce qu'il veut. Si demain, moi, je fais ce que je veux, on me met comme dictateur, je ferai ce que je veux, même en l'encontre de la loi, parce que je peux faire ce que je veux. C'est le propre de l'être humain. À partir du moment où on a 15 personnes, dont leur chef, Amit, qui s'est autoproclamé, je rappelle que Amit n'est pas le président de la Cour suprême de manière légale. Il est le président de la Cour suprême parce qu'il a décidé d'être le président de la Cour suprême. Ils n'ont aucune limite à leur pouvoir, donc ils font ce qu'ils veulent. C'est tout. Et donc,
ils décident non pas par rapport à la loi, ils décident par rapport à la loi quand ça les arrange, mais quand ça les arrange pas, ils décident contre la loi quand ça les arrange au niveau idéologique ou personnel, parce que le pouvoir le plus total corrompt de manière le plus totale. Le problème est structurel. Le problème n'est pas un tel ou un tel. Le problème est structurel. À partir du moment où j'ai un comité, un junte de 15 personnes qui décident ce qu'ils veulent, qui n'ont aucune limitation, ils feront ce qu'ils veulent. C'est le pouvoir absolu. Ouais. Tout le monde le connaît. On a besoin faut revenir 200 ans en arrière, de lire le Fédéraliste, de lire les écrits qui ont été écrits pendant la Révolution américaine et pendant la Révolution française, pendant les autres révolutions, et de comprendre le plus simple possible. C'est pas pour rien qu'on a fait une démocratie. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, à juste titre, les manifestants disent oui, on veut pas des réformes qui donnent un pouvoir absolu au gouvernement. Je suis d'accord avec eux. Personne ne veut une réforme qui donne un pouvoir absolu au gouvernement, parce que personne ne veut une réforme qui donne un pouvoir absolu à qui que ce soit. Mais de la même manière, on ne veut pas de pouvoir absolu aux juges. On veut une contrebalance contre le pouvoir des juges. Et pour l'instant, cette contrebalance n'existe absolument pas. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, Nissim Slama, de nous avoir exprimé votre appréciation, à la fois sur le plan sécuritaire et également donc sur le plan juridique. Merci d'avoir été avec nous ce matin en cette fête de Pessah et Chag Sameach, Moadim Lesimcha. Chag Sameach, bonne fête. On parle souvent d'intelligence artificielle comme un duel entre OpenAI, Google, Anthropic ou XAI d'Elon Musk. Et puis parfois, il y a un événement qui vient casser ce récit. Cet événement, il s'appelle Yann LeCun. Le chercheur français, l'un des pères fondateurs de l'IA moderne, vient de lever un peu plus d'1 milliard de dollars pour sa start-up Amilabs. Oui, 1 milliard dès le démarrage. Et pas pour copier les modèles existants, mais pour défendre une autre vision de l'intelligence artificielle. Alors pourquoi est-ce important ? Parce que Yann LeCun, depuis longtemps, dit que les grands modèles de langage, les fameux LLM, impressionnent, mais qui restent plutôt limités. Ils excellent pour produire du texte, du code, des réponses plausibles, mais selon lui, ils ne comprennent pas vraiment le monde, ils le prédisent tout au mieux. Ils n'appréhendent pas la réalité physique, l'espace, le temps, la causalité, comme un humain et même comme un animal. Son pari avec Amilabs, c'est donc de construire une IA basée sur les world models. En clair, des systèmes capables de représenter le monde réel, de raisonner, de planifier, d'anticiper. Une IA qui ne serait pas seulement un perroquet statistique très sophistiqué, mais une machine plus proche d'un agent autonome. Et ce détail qui change tout. Car derrière les chatbots, il y aura une question plus profonde. Est-ce que l'IA du futur sera seulement un outil de conversation ou une intelligence capable d'agir dans le réel, dans l'industrie, dans la robotique, dans l'automobile, dans la pharmacie, dans la médecine. C'est précisément là qu'Amilabs veut se positionner. Il y a aussi un enjeu européen. D'habitude, et depuis des années, l'Europe produit de grands chercheurs, mais rarement des géants technologiques, capables de transformer cette recherche en puissance industrielle. Avec Amilabs, Paris devient le siège d'un projet mondial, soutenu par de très gros investisseurs internationaux avec des bureaux également à Montréal, New York et Singapour. Autrement dit, pour une fois, la France n'arrive pas après la bataille en commentant l'IA américaine ou chinoise. Elle est au cœur de la création d'un des projets les plus ambitieux du moment. La vraie question, au fond, est simple, et si la prochaine révolution de l'IA ne venait pas d'un meilleur chatbot, mais d'une machine qui comprend enfin le monde. Et si c'est ce chemin-là qui finit par gagner, alors la levée historique de Yann LeCun ne sera pas seulement un record financier, ce sera peut-être le point de départ d'un basculement technologique majeur. Merci beaucoup Didier d'être avec nous ce matin, et on voudrait prendre le pouls de la résistance iranienne aujourd'hui, parce que d'une certaine manière on se fait un peu de soucis, la guerre se prolonge, les missiles continuent à tomber sur l'État d'Israël, comme je le disais à l'instant, on voit que le régime iranien semble tenir le choc, et l'opposition iranienne, on ne sait plus tellement où elle se trouve et qu'est-ce qu'elle fait. Alors bien entendu on peut dire, comme on l'a dit à plusieurs reprises depuis le début de la guerre, qu'elle attend le feu vert, mais vous n'avez pas un peu le sentiment, Didier, qu'on est en train de piétiner un peu ?
Bonjour. Bonjour. C'est vrai que là, nous sommes dans une situation d'attente. En fait, comment comprendre cela, le contexte? D'un côté, effectivement, les bombardements, comme vous venez d'évoquer, continuent également d'une manière très massive dans toutes les villes importantes en Iran. À peu près, peut-être dans une journée, il y a une centaine, 150 donc ciblages, si vous voulez, y compris par exemple sur la capitale, à chaque fois entre 30 à 40, disons, des ciblages. Mais en même temps, on constate qu'effectivement, du côté du régime, il y a une présence encore plus massive dans les rues, avec la présence également de Rachad al-Shaabi, les milices irakiens, libanais, afghans, etc., dans les différentes villes. À la fois, on les a repérés à la fois dans le sud de l'Iran, mais également dans la capitale, mais également à Mashhad, si vous voulez, qui est la ville très à l'est donc de l'Iran, et ils sont dans la rue. Et également chaque nuit, et aussi il y a une sorte donc de manifestations qui sont localisées, organisées par le régime pour montrer la présence, et en même temps, au fond, c'est empêcher toute personne, disons, de participer à une contestation contre le régime, si vous voulez. Donc, le système, pour les Iraniens, c'est très, très restreint, c'est très difficile en même temps. À la fois donc des bombardements, mais également la présence de ces milices, de ces gardiens de la révolution dans la rue. Mais néanmoins, également, nous avons des témoignages qui continuent à nous arriver d'une certaine manière, y compris par des canaux tels que Iran International, Manoto et encore d'autres chaînes de télé, qui nous montrent qu'effectivement, véritablement, les Iraniens, ils sont pas, disons, écrasés, et parce que à chaque fois quand il y a un message, par exemple concernant une vidéo pour montrer un bombardement, c'est une explosion, on a des petits commentaires, par exemple, que les gens ils disent « Ah, ça a été frappé à tel ou tel endroit, ah, c'est très bien, et on va avoir enfin la fin du régime », avec des petites phrases de cette manière-là, mais également des témoignages plus importants, disons, à la télé, donc Iran International, car chaque jour, il y a également des récits qui sont des récits directs, si vous voulez, et que par conséquent, l'esprit des Iraniens, malgré toutes ces difficultés, n'est pas écrasé là. Mais effectivement, comme vous venez d'évoquer, on attend à ce qu'il y ait véritablement une visibilité effectivement concernant les manifestations contre le régime, mais il n'est pas encore là. Il n'est pas encore là. Je pense qu'encore, sincèrement, parce que les bombardements sont très massifs, si vous voulez, là. Et comme vous venez d'évoquer également à plusieurs reprises dans le passé, président américain, mais également le premier ministre israélien, mais également Reza Pahlavi, Prince Reza Pahlavi ont évoqué, et depuis, ils n'ont pas donné le feu vert pour que les gens participent là, car on voit tous la situation de danger. Mais je peux témoigner qu'effectivement, la colère des gens, elle est toujours là. L'envie des Iraniens est toujours là pour effectivement changer le régime islamiste en place. Vous êtes surpris j'ai du mal à utiliser le terme de résistance lorsqu'il s'agit du régime iranien, mais on va dire par cette capacité à rebondir malgré les milliers de bombardements de cibles contre le pouvoir, contre les services de sécurité, contre les gardiens de la révolution, contre les sites énergétiques. On a l'impression qu'il est là, le pouvoir. Alors peut-être que c'est trompeur, mais vous êtes vous-même étonné. Vous pouvez nous expliquer ça ?
Alors moi, j'emploie pas le terme résistance. C'est parce que il y a une connotation très positive rapport à ce terme-là. Oui. Mais c'est vrai que concernant sa capacité à la fois de répression, mais également de nuisance, peut-être que le monde entier a sous-estimé, je ne sais pas vraiment du côté des autorités israéliennes et également américaines, mais en écoutant depuis longtemps les différents experts dans le domaine militaire, etc., peut-être qu'il y a eu une certaine sous-estimation de sa capacité militaire et de sa reproduction d'une certaine manière. Mais en même temps, on avait évoqué dans le passé, mais d'une manière très, très importante, on a entendu récemment que le régime a construit, par exemple, 104 villes missiles souterraines. Et donc, également, il y a une certaine évaluation ou une nouvelle évaluation qui nous montre encore une bonne partie de ces missiles sont des missiles dans une situation, enfin, ils sont intacts et que donc le régime, malgré les bombardements concernant les missiles, malgré les bombardements, disons le système de lancement des missiles, malgré l'utilisation de ces missiles contre Israël, mais également contre les pays arabes du Golfe Persique, mais ce régime-là, bien sûr, il y a une diminution, disons, dans les tirs, mais néanmoins, il est toujours là. Et il utilise effectivement ces moyens-là. Et d'autre part, eh bien, le régime, c'est vrai que a perdu beaucoup de personnalités là. Personnalités militaires et également civiles, les mollahs, les religieux, etc. Mais néanmoins, on constate qu'il existe encore parmi les figures traditionnelles ou historiques du régime une quinzaine d'individus tels que Ghalibaf, tels que donc d'autres Radan, etc., qui sont toujours là. Et à mon avis, ce qui est important véritablement, si disons, les frappes arrivent à tuer ces gens-là, eh bien, ça donne un mécanisme et ça crée un mécanisme de motivation à la fois de la population, mais également un mécanisme d'effondrement encore plus accéléré au niveau donc du régime. Car effectivement, la tête du régime a été coupée, mais ils sont capables, disons, de faire remonter, enfin de faciliter la montée donc des personnalités qui sont dans une logique de vengeance parfois encore plus dure, si vous voulez, même si le régime islamiste a été toujours un régime de vengeance, mais néanmoins, ces gens-là, ils veulent prouver qu'effectivement, ils sont capables de faire face aux Américains et aux Israéliens. Donc vous ne partagez pas les déclarations du président Trump qui a dit, il y a quelques jours, il a dit, de facto, le régime a changé. Les gens qui étaient à la tête du régime, ils ne sont plus là, puisqu'ils sont dans l'autre monde. Et le régime a changé, et en sous-entendant que ceux qui sont aux manettes du pouvoir aujourd'hui, ils seraient plus modérés, on va dire, entre guillemets, que ceux qui étaient avant. Non, le régime n'a pas changé. Le régime a perdu, bien sûr, à la fois en hommes, mais également une certaine efficacité organisationnelle, un mécanisme de coordination. Oui, il y a de la perte très très importante, mais le régime, il est là. Le régime, qu'est-ce qu'un régime? Le régime, c'est à la fois le système militaire et les gardiens de la révolution et les Bassidji, malgré tous les bombardements, ils sont encore là, ils sont présents, et avec une seule mitraillette, effectivement, ils peuvent véritablement faire des massacres en Iran. Le régime, c'est quoi? C'est le système politique, même s'ils sont effectivement aujourd'hui en difficulté pour pouvoir se réunir, mais néanmoins, le personnel dans les administrations, concernant leurs parlementaires et tout ça, il est là. Mais le régime, c'est quoi? Et également le système de décision centralisé tel qu'il existait à l'époque de Khomeini n'est plus en fonctionnement, mais ils ont certainement trouvé d'autres mécanismes, que ce soit par la région ou par des mécanismes, disons, un peu nouveaux qu'ils ont définis. Il est là.
Et le régime, c'est quoi? C'est en même temps, c'est le symbole, c'est-à-dire effectivement les autres membres de ce régime-là, depuis que la révolution islamiste, ils sont là, mais également le système de propagande, les médias, ils sont là, mais également la vie pour les gens, la vie qui est dans une situation catastrophique, car l'Internet est coupé, donc ça prouve que le régime, il est là pour faire de la censure, mais en même temps les difficultés économiques pour les gens. Et donc, dans son ensemble, encore le régime, il est là. Ce qui a été évoqué par le président américain, bon, peut-être qu'il a pensé à faire quelques compromis avec quelques individus. Bon, on a parlé de Rolibaf ou d'autres personnes qui sont véritablement détestées par la population iranienne. Mais peut-être que pour le président américain, il cherche un mécanisme, disons, de compromis pour qu'il y ait dans cette phase donc, de transition qui peut démarrer, un mécanisme pour éviter un effondrement brutal, si vous voulez, en Iran, en passant par disons, quelques individualités du régime. Mais à ne pas confondre qu'effectivement, le peuple iranien, il est toujours face à un régime barbare. Eh bien, professeur Didier Djadi, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de nous avoir donné, on va dire, le pouls de ce qu'est la résistance aujourd'hui iranienne après 6 semaines de guerre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation, à bientôt. Merci beaucoup et bonne journée à vous.